On ne sait même plus. On devait être dedans maintenant. Mais justement, mais désormais, on ne sait même plus quand commence la saison des pluies. L'année dernière, il vous souviendra que les vraies pluies, on a commencé à les avoir qu'au mois de juillet. Juillet. Or, moi, je me souviens qu'en allant à l'école, comment on appelle ça, vers déjà le mois de mai, on allait sous la pluie. Les examens se passaient sous la pluie et on était pressé d'aller en vacances parce que c'était intenable pour les petits écoliers qu'on était. On était tous parés de manteaux, de vêtements spécifiques pour ça, de bottes encore. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les pluies ont commencé en juillet l'année dernière et si vous vous souvenez des conséquences, c'était quoi? Il y a eu plein de morts. Parce qu'il y a eu des inondations partout. On n'est pas en train de se rendre compte que cette situation qui nous fait rigoler, en réalité, est une situation de mort programmée pour les générations futures. Déjà que nous, on en souffre. J'étais en train de lire un article scientifique il y a 2-3 jours sur le stress climatique. En réalité, l'être humain est programmé pour supporter la chaleur jusqu'à 39 degrés. À partir de 40 degrés, il y a un stress pour le corps humain. Peu importe qu'on s'hydrate, qu'on fasse ceci, cela, ainsi de suite, il y a irrémédiablement des conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un pays où 40 degrés, parce que quand vous voyez qu'on a écrit parfois 34 degrés, allez regarder surtout le ressenti. Vous allez voir qu'on est à 30. J'en parlais avec Mohamed Diaby ce matin d'ailleurs. Justement. Le ressenti, lui, c'est autre chose. C'est autre chose. Le matin déjà, on est à 27 degrés. Alors, va chercher, le matin. Tourne justement vers la droite, tu vas regarder, tu regardes tout à fait en bas, tu vas voir le ressenti, sûrement tu es à 36 ou 37 degrés. Bien. Alors, l'ami, quand c'est comme cela, ça doit nous alerter. Au Mali, rappelez-vous, il y a à peine 3 semaines, on a compté en l'espace de 24 heures pratiquement 150 morts enregistrés. Oui, la presse en a parlé un peu partout. Canicule, quoi. Absolument. Or, à Séguiné, ce jour-là, je me rappelle, pendant ces journées-là, on avait entre 41 et 42 degrés. L'Abbé, j'ai vu 37, 38 degrés. À l'Abbé, je n'en revenais pas. Bokeh était à 42 degrés. Mais ce qui est étonnant, pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler d'électricité. On est en train d'oublier que la cause première, même de manque d'électricité actuellement en Guinée, la cause première, c'est d'abord un problème, un facteur environnemental. Mais qu'est-ce que notre État fait depuis? Qu'est-ce que notre État fait depuis? Vous avez, on a dit Sékou Touré, ouais, c'est un semi-analphabète. Il était plus intelligent que tous les professeurs agrégés, tous les faux docteurs, tous les faux colonels qui sont actuellement, qui nous gouvernent actuellement. Lui, il avait mis en place la loi Fria. Tu es un bébé naissait, tu avais un enfant qui naissait, tu devais faire quoi? Planter un arbre. Vous savez pourquoi? Lui, il a... La loi Fria, on appelait comme ça la loi Fria. Tu as un enfant qui naît dans une concession, on plante un arbre. Parce que déjà, il savait que l'exploitation minière avait des conséquences. Et avec de cette manière, on prévoyait déjà une certaine ceinture verte, un couvert de verdure qui pouvait préserver la nature plus tard. Aujourd'hui, tu as des ministres dans ce pays qui sont capables de s'afficher avec des tronçonneuses ou avec des machines à découper le bois. Et ils vont trouver toutes sortes d'arguments pour cela. Tu as aujourd'hui des hauts cadres, des préfets, des sous-préfets, des maires qui trempent dans la destruction du couvert végétal. Aujourd'hui, ce qui se passe à Bokeh, ce qui se passe à Dinguiraye, ce qui se passe à Séguéri, c'est un crime contre l'environnement. Je ne regarde même pas d'abord l'aspect, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, économique ou financier. Mais l'aspect environnemental, déjà, c'est un crime. Lamine, hier, on a vu des enfants de Sainte-Marie qui n'ont pas pu faire cours. Vous avez vu les vidéos? Qui n'ont pas pu faire cours parce qu'il y a des émanations, on ne sait pas de quel type de produit. Rejetés par, on ne sait pas quel type d'entreprise ou d'usine. Venant du côté de la mer, les enfants asthmatiques ont commencé à tomber. Mais vous ne verrez jamais nos gouvernants se mobiliser quand il s'agit de ce type de questions. On est en train de tuer notre population. Mais non, on a vu quand même le colonel à l'époque, avec ce spot qui passait en boucle à la RTG à dire planter les arbres et tout ça. Vous vous rappelez quand même? Ça c'est Mamadi, ça c'est le général Mamadi. C'est c'est lui le président aujourd'hui. Oui, c'est lui seul. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il avait un gouvernement minable à l'époque et qu'il devait renvoyer son gouvernement. Lui, en posant ce acte-là, montrait justement que l'enjeu pour le futur de nos États, le premier enjeu est d'abord climatique et donc environnemental. Bien. Lui, il avait compris. Tu as vu notre département?
Tu as vu le département ministériel, pendant que tout le monde parle d'électricité et tout. Aujourd'hui, on sait que le problème de courant, on ne le réglera pas tant qu'on n'a pas d'abord réglé le problème environnemental. Est-ce que tu as vu un projet, un programme de reboisement le long du Concouré? Est-ce que tu as vu un seul programme? Tu as vu quoi que ce soit une quelconque sensibilisation ou de mobilisation? Eux-mêmes, ils sont allés dégager des villages. On a découpé des forêts. Je sais pas mais au même moment, à quoi on aurait ça dû sert le reboiser ministère de ailleurs. l'Environnement, mon cher Mohamed Mara. Non, on n'a pas de gouvernement, c'est ça la vérité. Ces gars-là, c'est pas un gouvernement. Bien. Eux, ils s'appellent gouvernement. C'est tout. Gouvernement et gouvernement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et quand aujourd'hui on te dit qu'à l'Hérault, on va en parler tout à l'heure, que la nappe phréatique peut-être même est touchée à des endroits. Bien. Et donc là où on doit pomper l'eau pour servir les populations est touché. Bien. Et par conséquent, on est en train de programmer la mort pour des milliers de personnes. Votre gouvernement est là. On ne pipe pas un mot. La réponse, tu sais, c'est quoi? C'est la baïonnette. Et comme je le dis, sortez les baïonnettes. Tuez. Après, on verra comment vous allez vous asseoir. Bien, merci beaucoup. Voilà, même peu de merci beaucoup pour l'ouverture. Je voulais juste apporter une précision. Parce que, au début, Mohamed Mara parlait de ville Bokeh comme une ville qui se sacrifie pour la Guinée. J'aime bien cette prose. Je n'ai pas dit qu'il se sacrifie. Oui, mais c'est ce que c'est. Mais c'est la Guinée, c'est quoi qu'on dit, hein. Voilà. Ce que je veux dire, moi. Il a décrit Bokeh comme une maman. Ouais, une maman, ouais, c'est ça. Mais comment ça? Ce que je veux dire, moi. Moi, je ne veux pas qu'on positionne Bokeh comme une ville, maman qui donne du lait à la Guinée, etc. Non. Non, c'est même pas ça, la réalité. Il faut que les habitants de cette zone bénéficient des retombées, des richesses qui y sont exploitées. Faut pas qu'on me dise que oui, attends, c'est la maternelle, Zérékouré va venir téter, Gekedou va venir téter. Il n'y a pas dans l'ensemble, mon cher. Permets-moi de continuer. C'est ça le problème. C'est exactement l'idée. Si, il ne faut pas essayer. C'est exactement l'idée. Ce que je veux dire, malheureux, tu n'étais pas là quand il le disait. Ce que je veux dire, pas où, dans le couloir. Ce que je veux dire, c'est quand même dommage. Ce que je veux dire, moi. J'ai commencé par dire que les ressources au Bokeh sont des ressources nationales. J'insiste là-dessus. Ce que je veux dire, j'insiste là-dessus. Ce que je veux dire, j'insiste là-dessus. Il faudrait que le paradigme change. Il faudrait que le paradigme change. Il faudrait que des investissements puissent être menés dans la zone de Bokeh. Il faudrait que la zone de Bokeh soit la première bénéficiaire des retombées financières des minerais qui sont en train d'être sortis de terre de là. D'accord. Après, la Guinée vient. Merci beaucoup. Madame Hiro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. On a eu un faux départ, mais là, carrément, c'est bien un sujet. Allez-y. C'est un sujet depuis toujours. Depuis combien de temps on en parle? On parle de chez toi, tu dis faux débat. Oui, mais il faut en parler de façon concrète. Mon cher Obi, j'ai pas dit faux débat. D'accord, ok. Il faut poser. Mais où t'es passé ce matin? Ouais, mais vous savez, il se réveille toujours comme ça. C'est ça. Voilà. Non, mais en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est un bon sujet, un vrai débat qu'on est en train de poser, mais il faut le poser de la plus belle des manières. Les richesses d'une région peuvent servir à tout un pays. On a vu, quand on prend les mines, je veux dire la bauxite et tout ce qui s'ensuit, or diamant du côté de Sigiri, de Mandiana et dans les autres pays, ce qu'on fait, ces richesses-là ne devraient pas servir uniquement à cette région. Mais je pense que c'est normal que les fils de ce pays, de cette région-là, puissent en bénéficier. Que ça se ressente que oui, c'est une zone minière, comme on nous a vendu le rêve de zone économique spéciale, ce qui ne s'est pas réellement concrétisé. Et ça, c'est dommage parce que vous n'avez pas que Bokeh. Généralement, vous avez vu comment ça se passe à Sigiri, où vous avez des enfants qui laissent les classes pour aller dans les mines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment, les conditions ne sont pas créées pour que la région elle-même puisse en bénéficier. Et ce n'est pas la faute des sociétés minières. Les sociétés minières viennent chercher un contrat, s'installent dans un pays avec les autorités en place. Évidemment. Que font les autorités? Parce que vous avez vu généralement les gens qu'on déguerpit, qu'on délocalise d'une zone à une autre parce que leur terre aujourd'hui comment on appelle, se trouve dans une zone où il y a des richesses. Normalement, on doit les payer. Mais c'est, comment on appelle, ces dédommagements là, vous savez comment ça se passe le plus souvent? Ces indemnisations, ces gens n'entrent même pas
en possession du tiers de ce qu'ils devraient recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des intermédiaires, des gens qui sont proches des autorités ou les autorités elles-mêmes qui font ce qu'elles veulent avec cet argent, cette richesse qui devrait revenir à ces populations, sachant que réellement la compensation elle n'est même pas totalement faite, parce que quand vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'agriculture, vous l'amenez ailleurs où il ne peut plus cultiver, vous le tuez pratiquement parce qu'il ne peut plus exercer son activité réelle avec laquelle il a passé pratiquement toute sa vie. Mais que fait-on réellement? J'ai l'impression que les richesses de la Guinée constituent une sorte de malédiction, parce que le peuple, c'est quoi? Le peuple n'en bénéficie pas. On a des richesses, Dieu nous a dotés de tout ce qu'il faut pour qu'on soit ici, pour que nous puissions travailler chez nous. Mais nous laissons des sociétés minières, des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'installent. Vous avez vu le reportage qui avait été fait du côté de Bouléré, cette rivière où les gens venaient puiser de l'eau, qui a été complètement envahie par une boue rougeâtre. Vous avez ce qui fait que même la culture, ça ne donne plus. Ce qui fait que les gens là n'ont plus une véritable source d'eau où ils peuvent par exemple prendre pour boire. Du côté de Sangaredi, il faut le rappeler. Du côté de Sangaredi, je pense qu'il faut une véritable réflexion. Et même pas une... Je pense que... Je ne sais pas, je le redis ici encore. Nous avons un problème de ressources humaines. Nous avons un problème de personnes qui aiment la Guinée, qui sachent mettre en quelque sorte des stratégies qui font que de gagnant-gagnant, de sorte que les gens qui viennent exploiter gagnent, les populations locales gagnent, et ça bénéficie au reste de la Guinée. Vous avez vu, vous vous souvenez de M. Touré, qui a été directeur général, M. Kémo Touré, qui a été directeur général de la CBG. Il mettait en place des stratégies porteuses, c'est-à-dire tout le monde gagnait, que ce soit les jeunes qui ont envie de créer de l'emploi, que ce soit les localités à la base. Dans le domaine de l'emploi, ils employaient des gens au sein de la CBG. Ils faisaient de sorte que ces sociétés qui font des contrats avec les populations puissent gagner leur part, mais en même temps, du côté environnement, il y avait quelque chose qu'on faisait, et du coup, c'est du gagnant-gagnant, et la richesse ne détruit pas l'existant. Le message que le président a passé à la prise du pouvoir avec ce spot que nous voyions à la télé, est-ce qu'il passe toujours? Je ne crois pas que ce soit le cas. Ça passe plus. Le message, c'est important. Normalement, c'est un très bon message qu'il aurait pu valoriser. Le valoriser comment? En faisant en sorte que cela se concrétise sur le terrain. Le département de l'environnement aurait pu prendre en charge ce spot-là, en fait, s'en servir pour mettre en place des stratégies qui permettent de faire du reboisement. Mais que fait-on? On ne fait pas de reboisement, partez juste à Anta, ici, la forêt qui est là. Vous avez vu comment elle est en train de s'éclairer pratiquement, parce que les gens sont en train de l'émietter petit à petit. J'ai vu quand même un moment le secrétaire général du ministère de l'Environnement qui faisait, j'ai vu même à Dabompa un moment, il a essayé de faire la forêt de Kakimbo. Ça c'est compliqué. La plus grande surface de la capitale. Je pense que la mine, on a un problème de ressources humaines. C'est vrai. Des gens qui sont là, qui sont à des postes, mais ils ne savent pas effectivement ce qu'il faut en faire. Et c'est de ce genre de personnes qu'il faut se débarrasser. Quand vous mettez en place un ministre de l'Environnement qui est incapable de penser à tout ce qu'on est en train de faire, au fait que la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, nous peinons aujourd'hui à donner de l'électricité parce que les cours d'eau sont en train de tarir complètement. Vous avez fait les grandes gueules à Cancan autour du Milo. Qu'est-ce qui est fait? Très bonne question. On en a parlé, mais qu'est-ce qui est fait? Très bonne question. Agir. Bien. Alors, Madame Hiro, on a des chiffres ce matin quand même, il faut le rappeler, du côté de SMB, parce qu'on en a parlé ce matin, évidemment. On nous dit que la production de la SMB s'élève à 34 millions de tonnes en 2022. Et celle-ci donc devra atteindre, selon les projections, près de 36 millions de tonnes en 2023 et 38 millions de tonnes en 2024. Production, exploitation. C'est cela, oui, c'est ce que je vois. Mais imaginez, c'est bien de parler de tous ces tonnages-là. Mais vous savez, les sociétés ont des objectifs à atteindre. Bien sûr. Il y a dans les comme contrats, les banquiers, hein. Oui, ils viennent pour gagner. Dans les contrats, il est dit, ils doivent faire ça en contrepartie. Est-ce qu'on leur met suffisamment de pression pour exercer la contrepartie pour les communautés? Ça ne fait pas 10 ans qu'ils exploitent, hein?
Et là, on voit déjà les conséquences. Oui, c'est ce que je Et dis. ils sont encore pour 2 décennies. Bien. Ce que je te dis, ces chiffres-là sont très importants. Mais Voilà. que font nos autorités pour que les populations puissent gagner en contrepartie? Chaque année, les gens évoluent en chiffres, en termes d'exploitation. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui est visible sur le terrain? Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures? Ouais. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce Ouais. qu'il y a des hôpitaux? Ouais. Oui, on en voit quelquefois des publics reportages où on construit des écoles, des hôpitaux. Est-ce que c'est parallèlement comparable à l'exploitation qui est faite? À l'exploitation qui est faite. C'est pas proportionnel, c'est ce qu'il faut voir. Mais de notre côté, quand je dis de notre côté, du côté des populations, qui est là pour vérifier effectivement si ce qui est exploité, qui sort, est parallèle à ce qui est proportionnel à ce qui est réalisé pour les populations? C'est là le problème. Très bonne question ce matin. Il y a des gens qui sont là. L'État n'a même pas de mécanisme pour peser. Il y a des gens qui sont là, qui se remplissent les poches, qui s'enrichissent, mais qui ne voient que ce que eux ils gagnent. Pour le reste de la population, ils s'en fichent. On n'a même pas, on n'a même pas de mécanisme pour savoir la quantité de courant réellement qui sort de nos ports. On n'a aucun mécanisme. Allez-y, Jacques Liwa. Pour peser ces vaches-là en mer. Aucun. C'est-à-dire que c'est sur la bonne foi des sociétés minières. C'est ce qu'elles déclarent. La Guinée aussi prend ça comme ça. Ils nous disent 36 millions. Dieu seul sait si c'est pas 72 millions. Parce qu'on n'a aucun mécanisme, encore une fois, pour vérifier cela à mer. Aucun. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, Jacques Liwa. Le débat, il est incroyable, Mohamed Mara. Je ne sais pas comment il s'est réveillé ce matin, ce garçon. C'est extraordinaire. Allez-y, on donne des chiffres. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis pas en bas le matin. Bien, allez-y. Moi, je sais. Toi, tu n'es pas dans ça. Allez-y. Je disais donc que le débat, il est intéressant, mais à nous écouter, si vous voulez très bien, si on fait très attention, on se rend compte que on se répète. On dit la même chose. C'est les infrastructures, en fait. Voilà. C'est notre rôle, bien entendu, de continuer à en parler. En Guinée, c'est la redondance. Voilà. Tous les sujets, c'est la répétition. Et ça continue, Jacques Liwa. On dit aujourd'hui, la contribution donc de la SMB représente 38% de la production nationale et 41% des exportations de bauxite de la Guinée. La SMB a ainsi permis à la Guinée de se hisser au 2e rang producteur mondial de la bauxite. Oui, mais ça devrait. La parole n'est pas à toi. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. La parole est à moi. Allez-y, Jacques. Allez-y, allez-y. Laissez-moi parler. Jacques, allez-y. Allez-y, tu as l'antenne, Jacques. À vous deux, vous avez parlé pendant 30 minutes. Allez-y, Jacques, c'est toi qui passes à l'antenne. Donc je disais que voici mon avis sur le sujet. Je crois que c'est un leurre de penser qu'on va avoir de l'exploitation minière et ça va à la fois nous aider à développer la Guinée et on va avoir un mécanisme derrière de protection de l'environnement. Au fait, c'est contradictoire. On ne peut pas avoir une activité minière intense et espérer avoir une politique efficace de protection de l'environnement. Ça ne peut pas aller de pair. Vous êtes obligé d'abandonner une activité ou d'amoindrir la pression des activités minières sur l'écosystème environnemental pour pouvoir protéger l'environnement. Mais vous ne pouvez pas dire on va exploiter partout, on va s'installer à Boké, on va aller à Bofa, on va aller à Forêt-Caria. Je crois même qu'Oya est déjà dans le viseur de certains. On pourrait assister un jour à l'identification des zones des richesses là-bas et puis on va commencer à exploiter. Vous ne pouvez pas avoir autant d'implantations comme ça de sociétés minières partout, ici en Basse-Côte. Mais c'est surtout les engagements aussi, mon cher Jacques Liwa. Et espérer que derrière, il va... Non, les engagements là, je vais vous dire tout les engagements pour l'environnement, par exemple. Voilà. C'est ce que je vous dis. Les gens vont s'asseoir pour écrire. Pour l'agriculture. Nous nous engageons à protéger l'environnement. Nous nous engageons à développer l'activité agricole à côté. Les communautés locales. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Parce que le gouvernement, en s'engageant à privilégier les activités minières dans notre pays, a choisi la facilité. Et il a choisi la facilité jusqu'au bout. Les activités minières, ils ont une société, la Sogipami, qui aurait pu, bien entendu, elle aussi être dans l'exploitation, mais elle n'est pas dans l'exploitation, elle se contente de la rente. Maintenant, les sociétés qui arrivent, donc on signe des contrats, on leur dit, bon, vous pouvez creuser, donc vous engagez l'extraction, vous êtes dans le transport, c'est vous qui savez ce que vous allez faire. Et puis vous envoyez à la mer, vous nous direz combien vous avez envoyé à la mer. Et puis évidemment, vous nous donnez ce sur quoi on va s'entendre. Maintenant, on vous dit quand même
protéger l'environnement, mais il n'y a rien derrière qui va être... il n'y a pas de mécanisme de contrôle pour voir si les sociétés sont effectivement en train de contrôler. On va dire, bon, pour les établissements de santé, les établissements éducatifs, si vous pouvez, faites un geste. Nous, de toutes les façons, ce que vous nous payez là, ça va nous aider à supporter les autres secteurs d'activité. Donc, on a choisi la facilité. Et quand vous avez choisi la facilité, évidemment, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, comme je le dis, vous atteigniez l'objectif de développement et que de l'autre côté, vous atteigniez l'objectif de protection de l'environnement. Encore une fois, il faut qu'on accepte dans notre pays de minimiser un peu les activités minières. Voilà, c'est ça. Bien. Mais les chiffres qu'on donne là, tel tonnage, ce qu'on a vu, mais évidemment, ça n'entre pas dans le cadre du développement. Et derrière, il y a des dégâts. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on dise, est-ce qu'on doit continuer à exploiter davantage ou on va s'arrêter pour développer aux côtés, n'est-ce pas, de ces zones qui ont fait l'objet d'exploitation, quand même des activités agricoles, parce que c'est à cela que nos parents sont habitués et ils n'ont pas besoin d'expertise pour tourner la terre et puis récolter enfin. Tu avais réalisé d'ailleurs un bon numéro avec Politiquement Correct où tu es invité, c'était juste incroyable. Je me souviens, il y a 2 mois de cela, c'était juste extraordinaire. Tamba, bonjour et bienvenue, mon cher ami. Bonjour Lamine. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, ce sujet, ça t'interpelle forcément. Mais beaucoup. Ouais, ben oui. Sérieusement, au point que je rappelle encore que j'étais là et que j'ai demandé que s'il y avait la possibilité d'éviter d'exploiter le Simandou, ce serait mieux d'éviter de creuser des trous partout, des mines partout, alors que nous avons une autre ressource qu'on aurait pu utiliser, qui est à même de pourvoir à tous nos besoins de développement, c'est l'agriculture. Ouais, c'est vrai. Mais quand on touche aux mines, on détruit l'agriculture. Vous avez le cas de Bokeh est en train d'être évoqué. En Haute-Guinée, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, l'exploitation sauvage qu'il y a là-bas en Haute-Guinée a attiré toute la masse laborieuse de la forêt et d'autres régions qui se sont déversées là-bas. Et de notre pays. Et même d'autres pays qui arrivent et qui occupent désormais notre territoire. Quand j'ai vu les images de l'Hérault, en fait, il y a dans certains films américains, dans le désert californien là-bas, il y a de ces espaces montagneux où il n'y a même pas une seule herbe. C'est la seule image que j'ai vue. On dirait un mont. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie là-bas. C'est Hiroshima là-bas, hein, après la bombe. Mais absolument, ça ressemble à un cratère de bombe. Ça ressemble à un cratère, ce que j'ai vu à l'Hérault. Quand on vous dit qu'il y a quelques années, c'était un espace agricole, ce qui est en train de nous arriver est très grave. Mieux, Mara l'a dit en une phrase. Mais si c'est le cas à l'Hérault, ça veut dire simplement une chose, Lamine. Il n'y aura plus d'habitat là-bas, d'habitat humain. Il n'y en aura plus. Si ça, c'est par rapport à l'environnement, c'est ça? Non, il parlait de nappe phréatique qui est polluée. Je dis non, il faut vérifier si c'est pas pollué parce que les gens disent maintenant que l'eau des puits est touchée. Vous savez, la nappe phréatique, donc par rapport à l'environnement. Bien entendu. Voilà, il y a de l'eau souterraine, clairement, qui semble avoir été touchée. Maintenant, il faut voir est-ce que la nappe phréatique elle-même n'est pas touchée. Voilà. Si les eaux qu'on a l'habitude d'utiliser pour nos besoins quotidiens sont touchées, il n'est pas exclu que la nappe phréatique puisse être menacée. Et si elle est polluée, ça veut dire que dans les années à venir, il y aura mais bien sûr, il y aura plus de vie. Mais on en parle.